Eh bien, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, Berkov dans tous ses états, mais dans tous ses états culturels. Et avec Céline Alonso, on reçoit des gens qui ont connu tout, depuis le rock, depuis Mary Quant et la mini-jupe, depuis The Liberty of Sex, Drugs and Rock'n'Roll, l'architecture, le Power Flower, le Swinging London, les Beatles, les Rolling Stones, toute cette époque qui a fait et qui encore aujourd'hui nous marque. Et nous allons en parler tout de suite. Et oui, pour en parler aujourd'hui en direct des Deux Magots, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir de grands témoins et acteurs de cette époque culturelle et artistique, André. Deux vieux. Deux vieux, absolument. Deux vieux, oui. Si Deux anciens combattants, mais toujours vivants. Effectivement, donc Jean-Marie Perrier, qui a été le photographe des années Yéyé, et Jean-Bernard Hébé, donc qui a notamment présenté cette fameuse émission culte, donc sur Europe 1 dans les années 60, Salut les copains, et qui a présenté surtout la toute première émission consacrée à la pop musique. C'était sur RTL en 1968. Bonjour à vous deux. Bonjour mademoiselle. Alors, Bonjour Abel, mais je bouffe en même temps. Donc oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et Jean-Marie, je voulais surtout saluer aussi, vous êtes venu avec votre compagne. Mon épouse. Voilà. Mon épouse. Son épouse Daffy. C'est très très important parce que sans Daffy, il n'y aurait rien eu. Ou presque. Jamais elle me dit on n'a pas fait l'amour depuis une semaine. Vous êtes paxé au moins Non, Jamais, quelle vulgarité. Non, couple illicite évidemment. Alors, Jean-Bernard Hébé. Alors d'abord, Louis, Jean-Marie Perrier, je sais que vous n'aimez pas du tout le mot yéyé. Parce qu'on dit Qui a toujours été les années inventé yéyé. par un type génial, à Edgar savoir Morin. Edgar Morin. Exact. Mais Dans le pourquoi monde. Ça a été Dans le repris monde. après par les gens, les adultes qui détestaient toute cette jeunesse qui émergeait et qui a pris ce mot pour en faire pour en faire du négatif. Et en plus de ça, alors, je trouve ça un peu bébête, de même que d'ailleurs l'émission que mon ami a présentée, qui s'appelait Salut les copains, avec Daniel Philippe, à qui on a toujours trouvé ce titre absolument grotesque. Il voulait lui l'appeler Jukebox et c'est Europe qui n'a pas voulu. Ah oui, d'accord. Lui, il C'est voulait pas grotesque. l'appeler Salut les Mais copains. non, c'est grotesque, c'est lamentable. Mais il y avait le magazine. Ah non, le magazine est venu après. Après, Bien après. bien sûr. On a été coincés, on était obligés de l'appeler comme ça. Ah ouais. C'était Alors que une chanson bon, de Gilbert Bécaud ouais. et comme le directeur artistique d'Europe à l'époque, Lucien Maurice, avait des accointances avec les éditions de Gilbert Bécaud et que c'était une chanson de Gilbert Bécaud, il lui a dit faut que tu l'appelles Salut les copains. Alors donc Ah oui. Daniel à l'époque n'était pas encore le magnat de la Oui, presse de la et presse. tout ça, il a dit Daniel ouais, Philippaki. pourquoi pas. Bon, voilà. Et c'est très gentil à vous de dire que j'ai présenté Salut les copains, mais j'ai été vraiment là en 66, c'est ça, hein pointillé. Ouais. C'est Daniel. Je veux dire, Non, Salut mais- les copains, c'est Daniel. Et après, il y a quelques personnes qui l'ont remplacé parce que Daniel en avait marre de venir faire le jeune à la radio. Et donc, il y a eu Michel Briet qui était celui qui faisait toutes les petites interviews, Michel Poulain qui était le réalisateur, un chanteur qui s'appelait Monty, et moi-même, votre Votre serviteur. serviteur. Non, mais est-ce que je peux quand même vous dire... Parce Ouais. qu'on oublie une chose, c'est que c'est l'étymologie du début. Non, d'ailleurs, ça se dit pas. C'est l'étymologie de la chose. À savoir que Daniel Philippaki présentait, pour ceux qui aiment le jazz, avec Franck Teno. Bien sûr. Et un Genre jour, d'émission. Lucien Maurice avait engagé une jeune fille américaine pour présenter des chansons américaines pendant l'été. Qui s'appelait comment? Qui s'appelait, justement, c'est à ce moment-là que Lucien a appelé ça « Salut les copains ». Donc la fille était là, et la fille, cette jeune fille très gentille américaine, avait une particularité, c'est qu'elle faisait son émission avec sur la table devant elle son chat. Donc elle parlait à son chat, et un jour, Lucien Maurice a appelé Daniel Philippaki en lui disant « Écoute, elle est très bien l'émission, qu'est-ce que t'en penses ?» Ouais, c'est pas mal. Bon, mais le problème, c'est qu'on comprend pas bien ce que dit le chat. Il faudrait que tu remplaces le chat. Et c'est comme ça que Daniel a commencé l'émission, en remplaçant un chat. En tout cas, Et le chat a Daffy- mangé la souris. Et en tout cas, Daffy a bien l'air de nous comprendre. Il ne cesse de vous regarder, en tout cas, il vous aime. Hein. Elle comprend tout. C'est normal. Non, juste un mot. Avec le recul. Oh là, on Jean-Bernard, en a. Jean-Marie, avec le recul. Mais oui. Au fond, c'est arrivé. Bon, on se rappelle les années 60, 65, 66. On va parler mais de tous ces gens-là, de Johnny à Sylvie, etc., qui sont tous restés. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est la longévité. Je regardais la fameuse photo qu'a prise Jean-Marie Perrier, hein, la photo de Salut, la photo mythique. Mais au fond,
Est-ce qu'on était arrivé, c'était l'époque quoi, des 30 glorieuses, qu'on redécouvrait la consommation après la guerre? Pourquoi c'est venu, à votre avis, à ce moment-là? Tout est dans son livre. Tout est dans le livre de Jean Bernard. Le grand c'est livre vrai. du pop qu'on signale, surtout- qui vient de sortir aux éditions Marabout, Merci. Jean-Bernard. Vous pouvez le redire encore une fois? Le grand livre du On pop. va le dire. Non, ce qui s'est passé, Ouais. c'est que Oui. à l'époque, et j'étais acteur à ce moment-là. Moi, je suis né en 45 et donc, on va dire, salut les copains, un petit peu avant 65. un jeune. Donc j'avais moins de 20 ans. On avait l'impression de vivre dans un pays qui était en noir et blanc. Le type qui nous dirigeait, c'était un militaire bedonnant qui était marié à une institutrice de province, alors qu'aux États-Unis, il y avait un playboy marié à un top modèle. Fais gaffe à ce que tu dis En- sur les institutrices. Ouais. En France, on avait à la radio Voilà. RTL ou même Europe qui passait plutôt de l'accordéon ou des chanteurs qui ne nous intéressaient pas. On avait l'impression d'être dans un pays en noir et blanc, alors que ce qui nous arrivait d'Amérique, c'était en couleur. Et en Mais- cinémascope. Et en cinémascope. Mais les Français parlaient pas tous anglais, ils comprenaient pas tout vrai. ce que disaient les Temptations et Elvis Presley et Eddie Cochrane et tout ça. Heureusement. Heureusement, parce que c'était des textes absolument aussi ridicules que ceux que les yéyés ont fait ensuite. Mais c'était, vous savez, il y a une expression qui n'est pas très, très élégante, je ne sais pas si c'est Audiard, mais elle est tellement belle qu'on peut l'attribuer à Audiard. C'était peut-être des cons, mais c'était nos cons. C'était nos cons à nous. On était très contents avec eux. Et donc, ils faisaient semblant d'être Elvis Presley, Eddie Cochrane et qui vous voulez, mais ils étaient formidables, ils étaient à nous. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite eu on s'est projeté sur Une eux. adhésion. Ouais. Voilà, adhésion totale. Et ce mouvement pop, alors, la naissance, vous la datez de quelle année exactement? Alors, c'est la conjoncture de plein d'événements. La première chose, c'est qu'en 1943, ça peut paraître bizarre, on est en pleine guerre. Eh oui. Nos En pleine parents, occupation pour nous, oui. nos parents, contrairement à ce qu'on pense, n'arrêtent pas de faire des enfants. Au contraire, ils en font 2 fois plus. Et donc, ils voient l'avenir en rose, si je puis dire. Et donc, on va naître en 45, comme moi. Donc, c'est la naissance du baby-boom. Ouais. Une prolifération de bébés absolument colossale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les artistes, plasticiens, les peintres, vont voir ce qui va se passer très rapidement. Et comme toute l'Europe a été sauvée par l'Amérique, je cite Michel Oui, Sardou, c'est vrai. mais c'est vrai, si les Américains n'avaient pas été là, on parlerait allemand. Et donc, les Américains, ils sont arrivés avec le rock'n'roll, les grosses voitures, les couleurs, le chewing-gum, les banylons, tout ça, ça nous plaisait énormément. Et donc, l'Europe a découvert un truc qui était tout nouveau, qui était la démocratie. Suite un petit peu à l'exemple de la Russie. C'est-à-dire que les peuples étaient tellement dégoûtés de voir comment leurs dirigeants avaient mené la guerre, des boucheries épouvantables, imbéciles qui servaient à rien. Enfin, ça a servi On quand même voulait à virer. vivre, on voulait, ouais. Ça a viré quand même Hitler, ce qui n'était pas rien. Mais dans l'ensemble, il n'était pas content. Donc, il y a eu la démocratie, le droit de vote aux femmes, le droit de vote qui s'est répandu dans toute l'Europe, c'était un bien. Et donc, c'est la masse qui a pris le pouvoir. Et la masse prenant le pouvoir par l'intermédiaire, notamment des jeunes, et de l'argent de poche. C'est-à-dire que pour la première fois, Il y ce avait de sont l'argent de des poche. ados qui vont décider de ce qu'ils peuvent acheter, de comment ils vont s'habiller, de ce qu'ils vont écouter, de ce qu'ils vont aller voir au cinéma. Et donc là, immédiatement, comme en plus il y a des nouveaux médias, comme les radios, comme les télévisions, comme les centres de distribution, les grands magasins, donc ils peuvent acheter des 45 tours à eux et ils peuvent les écouter sur des tépases dans leur chambre et non pas être obligés de rester avec les parents devant la grosse radio en bois qui diffuse Yves Turner. Donc c'est la révolution, elle est là. Et la première fois qu'on voit le mot pop apparaître, c'est dans un tableau de Palozzini où on voit une pin-up qui dit je suis le joujou préféré des hommes riches. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Il y a un revolver, Maman. un avion, il y a un avion, il y a des pop-corn, je crois, des choses comme ça. Et il y a le mot pop qui est inscrit dans... Et on est en quelle année, là, à peu près? Là, on est en 45-46. Ah oui. En revanche, j'ai lu que le mot pop avait déjà été employé en 1926 pour désigner un style de chanson légère et dansante. Oui, Donc comme déjà, on disait aux ouais. États-Unis, les Ça, c'est soda pop, Voilà, c'est-à-dire exactement. toutes Pop les... songs, ouais. Voilà, toutes Mais les... pour revenir juste, et après justement, qu'est-ce qui a fait que ça s'est répandu
à la fois, et votre livre le montre, Jean-Bernard, dans le design, la décoration, et pas seulement dans la musique, et pas seulement dans les chansons. C'est-à-dire que la pop, c'est devenu une espèce de... C'est une civilisation, Voilà. C'est un changement de civilisation. Pourquoi ? Parce qu'on va s'adresser brusquement aux À la jeunes, masse. Aux jeunes. à la masse et aux C'est jeunes. ça. Donc, la musique n'est jamais que le vecteur le plus assourdissant, si je puis dire. Mais la mode, avec Courrèges, avec Paco Paco Rabanne, Rabanne, les mini-jupes, Cardin, tout Marie ça. Quant, les maquillages comme ça. Mais également, il faut savoir que par les nouveautés techniques, l'architecture va changer. Les transports. Le design, on va commencer à faire des meubles en plastique. Les transports, tout va changer et tout va s'adresser d'abord aux jeunes. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire de l'achat. Oui, les jeunes sont devenus consommateurs. Pour la première Ils sont fois, devenus une classe de prescripteurs. consommateurs, prescripteurs. ouais. Les Et parents donc- ne disent pas tu vas porter ça. L'enfant dit je veux porter ça. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Finalement, les parents finissent par s'habiller comme les gosses d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça qui a changé. Non, parce qu'en fait, c'est la naissance de l'adolescence. Parce que dans les années 50, on passe direct de la culotte courte au mariage. C'est une période qui est niée. Là, tout à coup, ils ont, comme le dit Jean-Bernard, ils ont leur danse, leur façon de s'habiller, leur musique et leur argent de poche. Donc tout à coup, ils ont une identité. Ils ont une classe, oui. Ils sont une classe à eux seuls, c'est Oui, ça. ils ont une existent identité. en tant que... Mais alors, Jean-Marie Perrier, comment vous avez rencontré ce monde-là ? Je veux dire, et que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire que les plus belles photos de toute cette période, c'est vous, je le dis sans flagornerie, c'est vrai. D'ailleurs, on le verra dans l'exposition bientôt, en janvier. Une belle Mais expo qui comment commence vous avez... effectivement le 15 Ouais. janvier De toute à la façon, Grande Arche de la Défense. André. Mon Comment- ami, la flagornerie, c'est un truc qui fait toujours plaisir. Donc, Alors, flagornon. flagornons. Non, mais comment vous êtes J'ai devenu- rencontré par Daniel Philippaki, dont j'étais l'assistant en 1956. Ouais. J'avais 16 Qui ans. était photographe, lui. Il était photographe dit de mode. Bon, il aimait plus ce qu'il y avait dans les robes que les robes. Hein. Mais toujours est-il que... Bon, bah ouais, il m'a engagé en 3 minutes. Ouais. Il m'a envoyé faire des photographies de jazz. Et la Fitzgerald, Miles Davis, James Wow. Brown. Ah oui. Et puis, et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis un peu de Paris Match parce que personne n'est parfait. Et puis, finalement, je suis parti quand même à l'armée. Car n'oubliez pas que à l'époque, nous faisions 28 mois. Vous parlez à un ancien combattant, là, quand même. Donc, un Ouais, peu de bravo. respect, s'il vous plaît. Oui, c'était 26 mois à 28, l'époque. tu rigoles. 28 mois. 28 mois. Parce que tu Et- t'étais mal débrouillé. Moi, j'y suis pas allé. Ouais, mais ça, j'en Voilà connais un deux, tir au trois. flanc encore. Et alors, donc vous faites votre service militaire. Je ne le regrette pas d'ailleurs, hein, parce que ça m'a appris énormément de choses, parce que moi je ne savais pas qu'il y avait des gens autres que mon milieu. Donc ça m'a beaucoup Mais c'est appris. pour ça que c'est une imbécilité, honnêtement. De l'avoir arrêté. D'avoir arrêté le service militaire. Ah non, mais Une ça, imbécilité. bon. Jean-Marie Ça, et Perrier. de passer de 7 ans à 5 ans, Chirac, il a fait fort. Alors donc, Jean-Marie Perrier. ensuite, je finis. On va Tranquille. continuer Laisse-moi cette finir. histoire dans quelques instants sur Sud Radio. Je suis Publicité. désolée. Exactement, Mais il s'il faut vous plaît, vivre. publicité, s'il vous plaît. On va continuer de parler de la pop culture donc dans un instant sur Sud Radio avec donc nos deux figures emblématiques de cette période qui a été vraiment une période bénie, on peut le dire. Jean-Marie Perrier et Jean-Bernard Hébé. À tout de suite sur Sud Radio depuis le célèbre donc café des Deux Magots à Paris. À tout de suite. Et on est parti en pleine de en plein rire avec effectivement Céline Alonso. On reçoit les deux, les Philippe de Comines, les Joinville et les Froissart de la culture pop. Et oui, c'est de Froissart, il s'agit donc de Jean-Marie Perrier, le célèbre photographe des idoles des années 60, et Jean-Bernard Hébé, donc une figure emblématique donc du mouvement pop, qui vient de publier aux éditions Marabout, Jean-Bernard. Donc vous venez de publier donc un livre passionnant qui explore donc 30 années de création culturelle et artistique. Ce livre s'intitule donc Le grand livre du pop. Pourquoi vous l'avez intitulé comme ça, du pop Mais parce que je voulais surtout pas qu'on m'associe à la pop, parce que la pop, c'est la pop musique. Et je voulais pas être associé à ça, parce que la pop musique n'est qu'un des éléments de la pop culture. Eh oui. Donc on a dit le grand livre du pop, c'est-à-dire de la pop culture. Il a raison. C'est comme les mecs qui disent je suis rock. Il n'y a rien de plus grotesque au monde. Oui, rock. Le rock, c'est une danse et une musique. Et les mecs qui se mettent des lunettes noires et ils se disent ça y est, je suis Keith Richards en 72. C'est absolument grotesque.
Alors, que mon ami et moi, nous avons tous les deux connu Mick Jagger et les Beatles. Incroyable. Ils étaient en cravate. En quelle année vous les avez connus? Bien sûr. 65. Jean-Marie, en 65, vous avez connu les Beatles. Même avant, Racontez-nous. avant. 63. 63, Waouh. quand il passait à l'Olympia avec Quand ils sont Sylvie venus et avant, Trini avant, Lopez. Avant. En 63, je suis allé à Londres, j'ai fait des photos d'eux. ouais. Parce que c'est ça qui est formidable, c'est de penser que ce journal était le seul en Europe et que le Brian Epstein voulait qu'il soit dans le journal. Donc je sais pas si tu vois, j'arrive, Incroyable. tu vois, tout à coup. En Ah, plus tu pour moi étais c'est, mais avec oui, mais les c'est pas les honneurs de Beatles l'avant. avec un grand B, c'est juste un groupe de mecs qui font de la musique sympa, tu Ouais. vois. Ah oui. Sauf que je parlais pas du tout l'anglais, très mal, et que je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Et donc C'était un Ce cauchemar. dont il faut se souvenir, c'est que moi je me souviens d'avoir vu les Rolling Stones venir dans les studios d'Europe 1. Aujourd'hui, aller dire à Mick Jagger qu'il va aller quelque part, non, Bah, on même se à déplace. Zaz, même à Zaz. Oui, elle se déplace pas. Alors que ce qui était formidable, ce qu'on a vécu Jean-Marie et moi, c'est l'accessibilité. Non Eh seulement oui, on c'est ça. pouvait les voir, on pouvait les approcher, mais il n'y avait pas d'attaché de presse, il n'y avait pas de consultant en maquillage, il n'y avait rien de tout ça. Jean-Marie partait avec une voiture, il les emmenait à la campagne, il faisait des photos quand il voyait une vache et qu'il trouvait ça sympathique. Ou en Et- Inde. Oui, ou en Je Inde. sais que si tu fous la semaine prochaine, je t'emmène en Inde. Ah oui. C'est-à-dire que le journal vous permettait d'aller Non, n'importe j'ai eu où. aucune limite, ni de moyens, ni d'imagination pendant 15 ans. Et au niveau, Daniel au niveau Philippaki, éditorial, c'est pareil, tout était. Ah oui, Rien. génial. Daniel Philippaki m'a dit qu'une seule phrase avant que je commence le journal. Il m'a dit tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents. C'est tout. Ah ouais. C'est joli. Alors Et après dites-moi, ça, 12 ans de silence. Jean-Marie, est-ce qu'à l'époque, les Beatles, vous aviez décelé un peu ce potentiel déjà Oui, non, mais artistique, j'aimais. ouais. Non, mais je vais vous dire, j'aimais beaucoup parce que, bon, en réalité, moi, ce qui me gênait dans la chanson française, c'est que je comprenais les paroles. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est la musique. Et tout à coup, je voyais des mecs qui chantaient des trucs que je comprenais pas. Bon, d'ailleurs, il y avait déjà eu Ella Fitzgerald et Frank Sinatra Bah oui, qui quand m'avaient habitué. Tout à coup, je comprenais pas, donc je trouvais ça formidable jusqu'au jour où j'ai compris. Bon, mais parce que, bon, à part Bob Dylan, quand même, c'est, Ouais, tu vois, ouais. I love you, I want you, I need you, oh please baby don't go, I'm gonna love you all Obladi, night long, ça oblada. fait 80% des paroles, là, tu vois. Mais donc, voilà. Et eux, quand je les rencontre, oui, évidemment qu'ils me plaisent. Ils me plaisent, parce qu'en plus, c'est un Ils sont- groupe qui se marre à l'époque. Et ils sont hein, c'est pas- insolents. Ils sont insolents. Tu parles des Rolling Stones ou des Beatles? Les deux. Les deux. Ils sont insolents. Oui, même si le rôle est inversé, parce qu'en réalité, les Beatles, c'était beaucoup plus insolent que les Stones au départ, mais c'est l'histoire d'attacher C'est la phrase de Ah oui. Marianne Faithfull qui dit les Rolling Stones étaient des gentlemen qui jouaient aux voyous, Voilà, les exactement. Beatles étaient des voyous qui jouaient aux gentlemen. Ouais, C'est exactement ça, quoi. C'est très très joli. Mais alors en fait, ce que vous dites d'ailleurs quelque part, c'est vrai que Daniel Philippaki et Salut les copains ont permis l'éclosion incroyable de masse. C'est vrai, ça a été très important. Oui, mais si tu veux, quand Daniel commence l'émission, Ouais. lui, il le fait parce que c'est pour pouvoir faire entendre aux gens Ray Charles, James Brown, Chuck Berry, c'est-à-dire Ouais, qu'il ne les peut grands, pas mettre ouais. pour Ouais, mais ceux les qui grands. aiment le jazz, parce Ouais. que les puristes supportent pas ces gens qui font pas du jazz. Donc il saute là-dessus, mais il pouvait pas imaginer que ça finirait avec Claude François Echela, parce qu'il n'avait pas prévu ça, lui. Non, mais là où il a été génial, c'est que il s'est dit Là si et je ne ailleurs. passe, oui, si je ne passe que Chuck Berry et Otis Redding et James Brown et de la musique noire américaine, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier parce que justement ils ne comprennent pas les paroles et tout ça. Donc son Ah ouais. idée de génie, ça a été d'en mettre 1 sur 3 noirs américains. Et les 2 qui étaient à côté, c'était des Français. Ça, c'est au C'était début, parce Françoise- que tu oublies Oui. que Wolfson, le directeur artistique de Vogue, lui présente Johnny Hallyday, et que là, tout change. Parce qu'en fait, tout commence par Johnny, hein, en Tout France. commence par Johnny, vraiment. Alors comment Ah ouais, Ah, c'est-à-dire, racontez, ouais. racontez. Toujours. Et parce que tout à coup, c'est un petit Belge, rêveur d'Amérique comme nous tous, Ouais. qui tout à coup se met à faire du rock. Et en fait, lui, il devient le seul au départ qui est au-dessus, c'est-à-dire qu'il fait tout démarrer avec Eddie et Dick Rivers. Mais enfin, lui, il représente tout ça. En plus de ça, il tombe amoureux de Sylvie Vartan. Et à eux deux, ils représentent à eux deux toute la jeunesse française, alors que c'est 2 émigrés d'ailleurs. J'aimerais bien le dire Oui, à 2-3 c'est vrai, personnes ça. au passage. C'est vrai. Non, ouais, mais- c'est vrai, Bon. il faut le dire, ouais. Donc La Pologne tout a et la commencé Belgique. par lui. Tout a commencé par lui. Et Daniel, bien sûr, tout de suite, de même que Claude François d'ailleurs, parce que Claude François, moi j'étais dans les couloirs de la station, dont je t'ai le nom par politesse, et j'ai vu ce mot m'arriver.
avec son disque à la main, son souple. Il voulait le faire entendre à Daniel Philippaki. Je l'ai Il est emmené- arrivé lui-même c'est- avec son petit Oui. souple. Ouais. Je ne sais plus qui y avait. C'était quel titre à l'époque? Belle, belle, belle. Belle, Ah, belle, belle, d'accord. Je l'ai emmené voir Daniel. Ah ouais. Et moi, Il je a l'ai connu. immédiatement mis chouchou de la semaine, c'est-à-dire 2 fois par jour dans l'émission. Ça, il l'a jamais oublié, Clo-Clo, mais c'est merveilleux de voir ces mômes-là qui Formidable. partent de rien et qui arrivent à ça. Moi, je l'ai connu quand il s'appelait Coco et qui jouait des tumbas pour Olivier Despax dans une boîte de nuit rue de Tilsit. Et il avait fait le blues du Nabout. Le Nabout. Et Le j'avais Nabout, emmené Daniel je me d'ailleurs rappelle. le voir au Oui. Nabout parce que au Nabout au Au- caramel. au- Le Ouais. caramel. Parce voilà. que le dénommé Despax, c'est une sorte de Sacha Distel du 16e, très gentil, mais bon, un peu sans voix. Qui avait connu Brigitte Bardot également. Oui, ben ça, on en est tous là. Et qui permettait à Claude de faire une chanson chanson. à la fin du spectacle, parce qu'il jouait de la batterie. lui. D'accord, ouais, Et avec ouais. Daniel, on n'a jamais vu un mec arriver sur scène, mais une pile, il mettait les doigts dans la prise, il éclairait le quartier, le mec. D'ailleurs, il a fini C'était en mettant les hallucinant. doigts dans la prise aussi. À Dites-moi, volter. comme a dit Jean-Marie, vous Libération. êtes nostalgique, on peut dire, de cette période. Évidemment, je suis nostalgique. Ouais. Attendez, les mecs de mon âge, ils vous disent tous ah non, 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 moi, je regarde que en avant. Ah bon, d'accord, peut-être, moi en avant, ça me semble un peu court, hein, je vous signale. Donc, si vous voulez, je préfère me rappeler de ce que j'ai vécu parce que je me marrais beaucoup plus à 25 ans qu'à 79. Hein, c'est clair. Donc, Ouais. oui, j'ai la nostalgie et j'en ai pas honte. Mais je refuse de dire c'était mieux avant. Parce que c'était Oui, pas ça- mieux avant pour plein de gens, c'était mieux avant pour lui et moi, là. Ouais, Pour Jean-Bernard et moi. Je vais résumer en 2 mots. Il n'est pas nostalgique de l'époque. Il est nostalgique de ses 20 ans et de ce qu'il a vécu. Non, quand et puis il de avait cette 20 vie, ans. de ce mode de vie qu'il y avait à l'époque. Oui, c'est Attendez, clair. Jean-Marie disait oui, tiens, avec Françoise ou Claude ou Eddy, si on allait en Afrique la semaine prochaine, avion privé, hôtel, frais illimités pour faire Pendant ce qu'ils 15 voulaient. ans, ça a été Ça non n'existe, pendant- ça n'existe plus aujourd'hui. Moi, à RTL, on Non, n'avait mais pas ce le que droit. c'est unique au monde ce que j'ai eu comme situation. Nous, à RTL, on n'avait pas le droit de voyager autrement qu'en première et d'avoir autre chose que des suites dans les hôtels. Eh ben, quelle Ah oui, chance et tout d'avoir ça vécu c'était cette gratuit. période. Et en plus, on n'était pas payé des millions comme les gens qui sont aujourd'hui dans les Parle radios pour ou toi. les télés. Enfin, Ouais. je parlais pas pour vous. Mais on gagnait correctement notre vie. Alors, plutôt Ah bien. oui. Mais tout était payé. Moi, je Ben faisais oui, tu passer vivais en comme note un de milliardaire, frais. même si t'avais rien. Ben oui, comme les ministres aujourd'hui, ils sont pas très bien Ben salariés, oui. mais par contre, ça y va la note de frais. Et ben nous, c'était la même chose. Moi, j'allais dans les boîtes de nuit, je prenais des bouteilles et faisais envoyer la note à RTL. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Oui, mais toi, tu as toujours toujours un côté homme d'affaires que moi, je n'ai jamais eu. Ben, j'ai pas très bien réussi comme Oui, homme mais enfin, t'as d'affaires. fait rien. Bah, il y en a pas beaucoup qui arrivent, mais de toute façon, Bah, t'as si. fait des trucs. Toi. J'ai T'as fait monté quelques T'as monté trucs. des affaires. Oui, j'ai T'as monté fait des des deals. plus Oui, ou On mais- va en moins. parler de On va son en parler, musée ouais. en plus. On va parler de votre collection effectivement dans un Ouais, instant c'est et formidable, sur sa Sud collection. Radio. Elle Ben est oui. sublime. C'est l'une des plus grandes collections au monde que vous avez. Pas Jean-Marc. l'une, s'il vous plaît. Là, C'est là. Waouh. Attends, on va en parler plus On tard, en mais moi parlera je dans voudrais, quelques instants. Non, mais je te l'ai dit en la voudrais voyant, la petite, là, revenir. il faut barrer la route aux jeunes. Il faut tout garder. Vive les vieux. La vieillesse, Jean-Marie, justement, ça a Mais été comment- le thème de votre dernier livre. Oui, j'ai écrit un livre de nouvelles qui n'a intéressé personne, mais qui s'appelait, Près du d'ailleurs, ciel, comment- loin Près du ciel. paradis, Oui, et c'est qui- sorti et chez dont le- Calman Levy. Voilà, et dont le thème Ouais. était J'ai horreur d'être vieux. Car Oui, moi, j'ai horreur d'être exactement, vieux et je ouais. supporte pas tous ces gens qui vous expliquent que la vie commence à 60 ans, qu'on peut tomber amoureux à 75 et baiser à 94. Tout ça est des conneries. Hein. En fait, c'est une horreur. Et moi, j'ai raconté des histoires qui me font marrer là-dessus. Alors, je peux vous dire que ça n'a intéressé pas un mec des Ouais, médias. bah hein, mais oui, alors là, rien. bah non, Ah ce ouais. qu'ils veulent, c'est qu'on leur explique, vous verrez, c'est Ouais, magnifique, tout va c'est la bien. plus belle période de votre vie. Toutes ces conneries de journaux féminins. Là. Vous détestez vieillir, vous, Jean-Marie Pardon, vous j'ai dire- horreur de ça. C'est Mourir, vrai. je m'en branle. Mais alors, vieillir, ça, franchement, je trouve ça insupportable. Moi, j'ai un gros Qu'est-ce qui vous avantage. maintient en vie alors aujourd'hui? C'est quoi? C'est de continuer à exposer, à photographier? Non, c'est-à-dire que je fais en sorte de surtout pas être à la retraite. Ce qui est mon cas. Je devrais être à la retraite. Mais j'ai jamais été aussi occupé depuis que je suis à la retraite. Parce que si, quand vous commencez à regarder la télé l'après-midi, vous êtes cuit. Ah oui, J'ai dit Derrick, ça un c'est jour à fini. Sophie. Derrick, c'est mort. J'ai dit ça un jour à Sophie d'avant dans l'après-midi, t'aurais vu la tronche. Non, moi, j'ai un gros avantage sur Jean-Marie. Enfin, j'en ai plein, mais j'en ai Oui. un notamment. C'est vrai. C'est Bah, que moi, d'abord, tu baisses toujours, Moi, toi. je suis. Oui, oui.
D'ailleurs, il faut que je m'en aille. Alors, non, il y a un truc, c'est que moi, j'ai l'impression, j'ai la sensation que je suis né vieux. Mais tu as toujours eu l'air vieux. Voilà, et ça ne me gêne pas du tout. C'est un gros avantage. Comme il n'y a pas de regret, il n'y a pas de Jean regret. de Machy ou Alain de Machy, c'est des gens, bien sûr. ils avaient l'air vieux C'est très vrai, jeunes. c'est Tandis vrai. que moi, j'ai le même problème que Jean-Paul Goude. Nous, on vieillit en un quart d'heure, on prend 20 piges. Alors que toujours on a été jeunes. Mais c'est affreux. Vous connaissez la phrase de Picasso, j'ai mis 87 ans avant de devenir jeune. De devenir Ah jeune, oui, et oui. oui, c'est vrai. Voilà, c'est... Mais comment vous expliquez alors que toutes ces vedettes, vous avez connues, jeunes, etc., je parle, Johnny, Sylvie, Eddie, etc. Si je peux me permettre en tant que vieux de la radio, si tu parles dans le micro, c'est mieux. C'est mieux, tu crois? Oui. Ouais, absolument. Alors, comment ça se fait qu'ils ont tous duré? Franchement. Enfin, en tout cas, les gens qu'on connaît, ils ont tous duré, ils sont pratiquement... Bon, Johnny, Je peux il est dire mort, une grossièreté? Allez-y, vas-y. lâchez-vous. Parce que contrairement à ce que tout le monde pense, ils ont une certaine forme de talent. Ils ont du talent, alors qu'ils ont été décriés toute leur vie. Ils ont du talent. Johnny, moi je suis allé voir Les Vieilles Canailles. Ah oui, Ouais, j'adore. Dutronc, Mitchell, Johnny. Je veux dire que quand Johnny s'est mis à chanter, toute la salle, Bercy, je sais pas, ça fait 8, 10 000 personnes, toute la salle s'est levée. Cette espèce, il était en train de mourir. C'est et vrai. Boum, C'était badaboum, il a un exceptionnel. talent En plus que- exceptionnel. ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu quand même vraiment l'élégance de chanter à 50%, parce que sans ça, les moumoutes volent. Hein. Oui. Là, je peux te dire que là... C'est la même chose. Françoise était un personnage qui perdure aujourd'hui. Les jeunes auteurs-compositeurs adorent Françoise. Eddie a écrit des textes absolument exceptionnels. formidable. Dutronc a fait des mélodies rarissimes et il a créé un personnage formidable. Clo-Clo, s'il était encore là, continuerait à être une vedette. Oui, mais enfin, il ferait peut-être une chaîne de télé de... Ah, lui aussi, il a Très toujours malheureux. voulu être un homme Il était déjà d'affaires. malheureux vers 60, tu vois, 70, 71. Il n'était Ah pas ouais. guégué quand même, Clo-Clo. Moi, je suis content pour lui. Il y a des gens pour lesquels je suis content qu'il soit mort. Pourquoi il était très triste, Oui, très ça aurait mélancolique. été il était déjà très compliqué, il était déjà pas très heureux. En fait, Ça aurait son été rêve, fausse- c'était d'être Daniel Philippaki. Ouais, c'est C'était vrai. Ah oui. ça. Ah oui. Ce qui est Ah, il une voulait erreur. être un Bah oui. businessman Ce qui est et une tout. erreur. parce Il qu'il a y en tout qu'un. fait comme Daniel, il a fait des photographies de filles nues, il a monté des journaux, il a fait Podium, il a fait un journal où il y avait justement ses photos, il a monté une maison de disques, il voulait être Daniel Philippaki. Mais il avait une intelligence formidable. Moi, je vivais à l'époque avec son attaché de presse. Et donc, je voyais Claude très, très souvent. Et il savait très bien ce que je pensais de sa façon de chanter. Et il avait une chose formidable, c'est qu'il savait qu'il n'était pas un bon chanteur. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il avait 10 gonzesses à poil sur scène, qu'il avait 25 musiciens, qu'il avait de la lumière partout, dans tous les sens, parce qu'il savait que la voix, les cordes vocales, c'était pas terrible. Par contre, il avait des très bonnes chansons, et il avait une mise en scène décoiffante qui faisait que Ah ouais, ouais. les enfants Chorégraphie, adoraient ça. etc. Puis c'est quand même le seul mec qui a fait que on emmenait les enfants de 8-10 ans voir un spectacle sadomaso, parce qu'elles étaient quand même des danseuses à moitié à poil avec des chaînes partout. Oui, mais quelle Oui, belle, enfin. quelle belle invention, les Claudettes. Ah non, mais c'était Magnifique. formidable. Bah, ça vient des Raelettes de Ray Charles. Magnifique. Daffy, à mon avis, a faim. Mais bien sûr. Elle est en train de monter sur la table des deux magots. On se retrouve, Jean-Marie Perrier, Jean-Bernard Hébé, André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va continuer de parler effectivement des années yéyé, du mouvement pop. Et on va donc accueillir l'écrivain Jacques Ravenne qui va nous parler d'un illustre personnage qui a vécu ici à Saint-Germain-des-Prés, donc près des deux magots. Donc Charles Baudelaire. À tout de suite sur Sud Publicité. Radio. Nous sommes Réveille-toi. dans le bunker. Réveille-toi. Oui, là je commençais à m'endormir complètement. Non, nous sommes aux Deux Magots, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, et nous parlons de la pop, et nous parlons des stars, et nous parlons Avec des stars. Très modeste. avec des mythes, Oui, avec oui. des mythes. Oui, enfin oui, ça. Et je trous. vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est dommage, parce que ils se seraient beaucoup amusés. Et oui, nous parlons donc des années yéyé, du mouvement pop, avec deux figures emblématiques de cette période, donc qui a changé, on peut dire, la face du monde, Jean-Bernard Hébé. Oh oui, on a changé la face du monde. Ouais. Attends, soyons Je polis quand pense même. que Einstein, Poli. Hegel,
Ouais. et Sartre sont des rigolos à côté Pipi de de nous. Sansonnet. Pipi de Sansonnet. Ils Alors- ont bu 2 verres de rouge. Alors voilà, je présente nos invités aujourd'hui sur Sud Radio. Donc il s'agit de Jean-Marie Perrier, le photographe donc des années yéyé, qui va donc exposer ses plus belles photos, Jean-Marie, à partir du 15 janvier à la Grande Arche de la Défense. Oui, parce que c'est formidable cet endroit, puisqu'il y a 1200 mètres carrés. C'est très rare les endroits qui vous offrent autant de place. C'est vrai. Et je vais mettre 300 tirages, dont 100 sont inédits, parce que j'ai récupéré mes archives. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait des choses formidables que je vais. Et puis, vous savez, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'œil change. En vieillissant, on n'a plus la Le même regard vision. change, c'est vrai. Et là, tout à coup, j'ai découvert des trucs. Donc, je suis très reconnaissant de pouvoir être là, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits à Paris qui. Il n'y a que Bertrand Delanoë qui me l'a fait en 2001. Hein. Je vous Oui. signale, c'est le Et premier. là, ce sera à la Défense. Ce sera à la Et Défense. le Et titre c'est de un. l'exposition, il y a déjà un titre. Oui, souvenir d'avenir. Ah non, parce que le mec est poète, faut pas le faire chier non plus. Encore souvenir d'avenir. Non, mais c'est merveilleux parce que c'est un endroit dans lequel on peut montrer des choses populaires. Parce que moi, je vous parle Ouais. pas de la culture et toutes ces conneries du 16e arrondissement et du 7e. Je me fous complètement d'être reconnu, moi. Ce que je voulais dans la vie, c'est être connu. Ah oui. Mais oui, parce que je trouve ça très agréable. Dans le fin fond de la France, dans n'importe quel petit village, je marche, les gens me sourient, parce que je leur rappelle leur enfance. Qu'est-ce que tu veux de mieux pour les derniers 100 mètres? Dis-le-moi. C'est vrai, c'est vrai. Et L'identité. Alors, Jean-Marie. Et quand il était plus jeune, c'était les jeunes femmes qui l'arrêtaient dans la rue. C'était aussi très très bien. Vous savez que pas mal. Maintenant, tous les deux, après, ça a été les mères, maintenant, c'est les grands-mères qui me sourient dans tous la rue. les deux, nous nous connaissons depuis presque 70 ans. C'est Vous vous rendez formidable. compte? Alors, il Parce paraît que que nos quand parents Jean-Bernard Hébé, étaient amis. quand Jean-Bernard Hébé et Jean-Marie Perrier passent, elles crient Jean-Bernard et elles jettent leur dentier. Non, leurs culottes encore, mais elles sont un peu larges, c'est tout. Quoi. C'est des grosses culottes. On s'est Alors- connus, on Ouais, était, ouais. tout gamins. il venait chez alors, mon vous avez père, fait chez ce mon ce père. livre formidable, le grand livre du pop. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose parce que je suis allé chez Jean-Bernard Hébé et j'avoue que découvrant sa collection de design industriel, Extraordinaire. hallucinant, c'est un musée, c'est un véritable musée. C'est l'apologie du glandeur. C'est l'apologie. Il faut préciser que vous collectionnez, que vous possédez surtout 9000 objets d'art ménager des années 20 Pas aux seulement années ménagers, mais 70. 9000 Ouais. objets d'art, de design industriel, oui. Et quel type d'objets particulièrement? Tout C'est-à-dire à partir du moment où il est... Quelle est la très bien. définition qu'on pourrait dire? Enfin, c'est quoi? Un objet vous intéresse à partir du moment où quoi? Alors, il y a des milliers de raisons, mais ce serait un petit peu trop long, il nous faudrait 3 déjeuners comme ça, mais Non, mais qu'est-ce que le design industriel? C'est quelqu'un qui a eu une idée pour améliorer la vie des hommes et qui a fait fabriquer cet objet uniquement par des machines. Et Ah donc, oui, c'est la machine qui ah fait bah oui, c'est ça, bien sûr. absolument. Donc c'est l'art du XXe siècle et c'est l'art le plus populaire parce que la plus belle galerie d'art aujourd'hui, c'est le rayon d'électroménager chez Darty. C'est-à-dire les toasters, les réfrigérateurs, les sèche-cheveux, les machins pour faire des aiguilles, La brosse à dents, la brosse à presque, dents, tout ce que ouais. vous voulez. Ce sont des objets avec lesquels nous vivons et qui nous facilitent la vie. Ouais. Et donc ce qui va déterminer le droit d'entrer dans la collection, c'est qu'il soit très beau et qu'il ait une forme reconnaissable, qui soit typique d'une époque. C'est-à-dire que quand vous voyez l'objet, vous savez tout de suite, de par sa couleur et sa forme, s'il est des années 50, des années 60, des années 70. C'est comme les bagnoles. Vous savez tout de suite. Alors, attendez Jean-Bernard, du plus petit au plus grand, ça va de quoi à quoi? Le plus petit, c'est quoi? Et le plus grand de votre collection, c'est quoi? Enfin, le plus grand en volume, j'ai parlé. Je pense que le plus petit, c'est une petite boîte qui sert à transporter les œufs. Vous savez, quand les gens allaient au marché et puis on donnait une boîte à œufs aux enfants, et j'en ai une où il n'y a que un œuf. Oh. Donc c'est une toute petite boîte, et c'est comme génial. ça, la jeune fille pouvait aller au marché acheter un œuf. Moi, je Le vis dans plus l'Aveyron, donc ça s'appelle une poule. Ah, mais ça prend de la place, une poule. Ça fait du bruit.
Et le plus gros, ça doit être... J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2, mais j'ai les 2 plus beaux réfrigérateurs qui ont été dessinés par Raymond Lévy. Et ça, c'est assez gros. Mais je fais pas les gros trucs, parce que je fais pas les voitures non plus. Moi, mon rêve, ce serait d'exposer un Boeing 747. Il n'y a rien de plus beau qu'un Boeing 747, mais c'est encombrant. J'ai une grande maison, mais là, ça rentre pas. Vous avez eu un projet de musée, je crois. Ça en Oui, est où? grâce à tous les merveilleux apparatchiks qui vivent au crochet de l'État, au ministère de la Culture, je n'ai jamais pu rentrer dans un musée. J'ai fait Évidemment, c'est populaire. T'es fou, quoi. Les mecs, ils veulent pas s'intéresser à ce que tu fais. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux dans Libération et Télérama. Ils n'en ont rien à branler de ce que tu fais. C'est vrai que c'est complètement imbécile qu'il n'y ait pas un musée là-dessus. Ah oui, J'appelle ici un homme de bonne volonté qui a un petit peu de goût et un tout petit peu d'argent et un grand local pour faire un très beau musée en France. Auditeur de Sud Radio, écoutez-les. Ça s'appelle Dieu et il est mort. Mais il a beaucoup d'argent. À l'église Saint-Germain et il est mort. Alors nous accueillons à notre table de Magot Jacques Ravenne, l'écrivain de romans policiers à succès. Jacques, bonjour Jacques. Alors tous les mois dans le cadre de notre déjeuner donc au de Magot, le célèbre café donc situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, eh bien vous nous rejoignez pour nous parler d'une personnalité qui a marqué donc l'histoire de ce quartier. Et aujourd'hui donc vous avez choisi de nous parler d'un des plus grands poètes français. Eh bien, on va parler aujourd'hui de Charles Baudelaire, qui est devenu la pop star, parce qu'à l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'était pas. Alors, pour les puristes, le véritable Saint-Germain se niche sur la place du même nom et ne rayonne qu'autour de quelques artères mythiques comme la rue Jacob, celle des Saints-Pères ou la rue Bonaparte. Il en est tout autrement au XIXe siècle, où le faubourg Saint-Germain, habité et fréquenté par la meilleure société parisienne, se situe surtout sur les rives de la Seine. Ainsi, dans son édition de 1861, le Bottin mondain ne tarit pas d'éloges sur le 19 quai Voltaire. Cet ancien hôtel particulier, avec vue sur la Seine et le Louvre, est en effet décrit comme, je cite, « aristocratiquement habité ». Pourtant, on peut légitimement se demander si cet adverbe de noblesse correspond bien au nouveau locataire des lieux. En effet, c'est Charles Baudelaire qui vient de s'y installer en 1856. Les voisins se posent beaucoup de questions, et non sans raison. En effet, que penser d'un garçon dont le père est un prêtre défroqué, vite rappelé à Dieu à cause de ses innombrables péchés, et dont le beau-père, qui lui a succédé, est un général qui vient juste de mater dans le sang une insurrection populaire. C'est un joli pédigré de départ pour le petit Charles, comme l'appelle sa mère, qui en plus a des velléités d'écriture. Problème, c'est que ces fameuses velléités d'écriture provoquent l'hilarité à peine dissimulée de tous ses amis. D'ailleurs vexé, ne l'a-t-on pas vu un jour se mettre à écrire en plein air, les cheveux teints en vert, pour attirer l'attention? Vous voyez, Baudelaire, c'est un punk en valeur. Teint en vert, c'est un punk, ouais. Pour la petite histoire, certains disent en jaune, mais bon, on ne sait pas trop. Pire, ne raconte-t-on pas qu'avec Balzac et Delacroix, dans des fêtes diaboliques, Baudelaire s'empiffre de hashish, histoire d'accélérer son entrée au paradis artificiel et de booster son inspiration. Exact. Et comme dans les années 1850, le hashish se vend en pharmacie et sous forme de confiture, Charles et ses amis ont pour habitude de le manger en tartine. Pas mal. On comprend mieux Ils étaient avancés à l'époque. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. On comprend mieux que Théophile Gautier, lors de ses orgies, ait vu un escalier se transformer en orchestre symphonique. L'anecdote est réelle. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était quand il vivait rive droite. Désormais, Baudelaire est bien assagi depuis qu'il habite le quai Voltaire. C'est à peine si l'on voit de temps en temps une dame discrètement voilée lui rendre visite, mais il a suffi qu'un soir il appelle maman sur le palier pour que tout l'immeuble soit pleinement rassuré. Ah, ce Baudelaire est vraiment un bon garçon. Une véritable métamorphose. Et oui, le lion s'est fait agneau, le débauché est devenu ermite. Il faut dire que le petit Charles connaît désormais un beau succès littéraire avec ses traductions des nouvelles d'Edgar Poe. À tel point que son éditeur, qui habite à quelques numéros, le presse d'en traduire d'autres. Voilà donc quoi le nouveau Baudelaire passe ses nuits à écrire. Sauf qu'à la vérité, Edgar Poe ne l'intéresse plus. Et qu'à force de contempler la scène de ses fenêtres, lui est venue l'idée géniale d'une nouvelle poésie où tout serait possible. Ainsi sont nées, rive gauche, les fameuses fleurs du mal, dont Baudelaire était certain qu'elle y apporterait une notoriété sans pareille. Il ne s'est pas trompé, puisque quelques mois après, il se retrouve après publication devant le tribunal, accusé d'outrage à la morale publique. Je rappelle qu'au mois de janvier de cette année-là, 1857, c'est le jeune Flaubert
qui s'est retrouvé sur le même banc d'infamie, vilipendé lui pour avoir célébré l'adultère dans Madame Bovary. Mais le rusé normand fit jouer ses relations familiales de bon bourgeois de province et il s'en tira, lui, sans une égratignure. Malheureusement, question de témoin de bonne moralité, Baudelaire en est singulièrement dépourvu et le procès tournera à son désavantage. Condamné, il devra censurer lui-même 6 de ses poèmes considérés comme scandaleux. Une interdiction qui durera jusqu'en 1949. Ah bon ? Ah ouais. 1949. Il y a 6 poèmes des Fleurs du Mal qui ne sont pas publiés en France. C'est Pauvert qui en 1949 les publiera pour la première fois et aura un procès. Sidéré et humilié, Baudelaire se réfugiera auprès de sa mère en Honfleur. Il ne reviendra plus jamais rive gauche. Et la Seine désormais coulera sans lui, ignorant que le petit Charles qu'il a regardé avec passion est aujourd'hui le poète le plus connu au monde. Merci Jacques. Merci Jacques. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Mais Moi, si, j'aimerais mais si. que dans 20 ans, j'ai quelqu'un qui parle de mon livre de la même façon. On s'en chargera, on s'en verra, chargera. on on s'en- Par un contrat. En tout cas, Jacques, merci beaucoup pour cette belle chronique. Je rappelle que votre dernier livre, donc paru chez La Thèse, s'intitule Le Triomphe des Ténèbres. Une très belle idée de cadeau, donc en cette fin d'année. André, donc, autre très beau livre à offrir. Effectivement, c'est le nouveau Le grand livre. livre du des- pop. Et je dis bien le grand livre du pop et pas le grand livre du pape, parce que ça c'est autre chose. Je suis le pape du pop. Tu es le pape du pop, absolument. Et puis un très beau livre, alors comme cadeau de Noël également, un livre sur les deux magots, L'Esprit rive gauche, avec une préface de Pierre Arditi, en tout cas un pro livre sur les deux magots. Et oui, et aux deux Très beau magots. livre sur les deux magots. Et aux voilà. deux magots, André, en janvier, donc, il y a plusieurs rendez-vous à ne pas rater, notamment le 14 janvier, donc Charles Berling est l'invité du lundi des écrivains de 18h30 à 20h. Il viendra parler donc de son dernier livre, Un homme sans identité, paru chez le Passeur éditeur. Vous pouvez dès à présent donc réserver vos places en appelant le café. Et le 29 janvier, André, ce sera donc le célèbre prix des deux magots. C'est un prix qui a été donc créé en 1933, André. Et alors je dirais que la première fois qu'il a été décerné, c'est un jeune auteur encore inconnu, Raymond Queneau, pour son livre Le Chien dent. Et tout le monde connaît Zazie dans le métro, bien sûr, qui commençait par D'où qui pue donc tant. Exactement. André Berkoff, Jean-Marie Perrier, Jean-Bernard Hébé, Jacques Ravenne, écoutez, merci d'être venus aujourd'hui déjeuner avec nous donc au De Mago. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. André, je rappelle qu'on vous retrouve donc lundi sur Sud Radio à midi pour un best-of donc de Berkoff dans tous ses états, c'est cela ? C'est ça, absolument. On va faire les meilleures interviews qu'on a eues pendant l'année. Et eu des interviews formidables de Michéa, d'Oberton, de Zemmour, et puis beaucoup d'autres. Et Michel nous, Iconoclastes. on a une grande place dans cette émission. Et- également. Exactement. Et Et cette puis- émission sera effectivement rediffusée. Ne vous inquiétez pas, Jean-Bernard Hébé. En attendant, en tout cas, vous pouvez la réécouter donc en podcast, donc sur sudradio.fr. Et tout de suite, donc vous retrouvez Jacques Pessis pour les clés d'une vie.